Des possibilités, ça c'est moi du travail, vous voyez, des télescopes, des satellites, ça c'est nous à Saclay qui avons construit, un laboratoire à Saclay, on a construit un des détecteurs du nouveau télescope spatial, vous savez, qui devait être lancé en 2014, mais le directeur qu'on a nommé à l'époque a fait un dépassement d'argent d'1,5 milliard de dollars, alors on l'a vidé, on a mis un autre, qui a fait à son tour un autre dépassement d'1,5 milliard de dollars, donc on l'a vidé à nouveau. Et les républicains voulaient arrêter ça, heureusement qu'Obama a dit on continue, et ce télescope spatial sera lancé plutôt en 2018. Et il va remplacer le télescope actuel, et celui-là, il y aura 6 mètres, plus de 6 mètres de diamètre, beaucoup plus gros que l'actuel, et un des détecteurs était fait à Saclay, et j'aime bien montrer cette photo pour montrer que dans notre labo, il n'y a pas que les femmes qui portent la burqa. C'est aussi les hommes. Et donc, en gros, la lumière, on la décompose. Là, vous avez l'hydrogène, l'azote, l'or. Voici, si on vous offre un bijou, vous voyez ce spectre. C'est comme une empreinte digitale. On reconnaît les éléments. La lumière nous donne une indication sur la vitesse. Selon que le spectre est décalé vers le bleu, donc il se rapproche, ou vers le rouge, il s'éloigne. Donc on donne la vitesse. Là, on peut pas. C'était quoi? Ah, c'est un micro de... Ne figère pas. Allez hop. Donc je ne le placerai pas. Donc, ça, voilà un exemple de vulgarisation qu'on n'aurait jamais dû dire, parce que les gendarmes en sont appareils pour ces anciens stupides du Bordeaux qui s'appelle des radars. Enfin, on n'aurait jamais dû leur dire. Hein. On parle trop de temps en temps. Hein. Et donc, en même temps, la vitesse vous déforme l'espace. Voici si vous partez de la rue Cabanis tout à l'heure, et que vous roulez rue Cabanis à 290 km par seconde, et la rue n'a pas de place, voici, ça va vous déformer l'espace qui est autour. Hein. Donc, en même temps, la vitesse, le temps se déroule de manière différente, je disais tout à l'heure. Et vous connaissez la blague classique, j'ai déjà raconté 50 fois, du monsieur qui se fait arrêter par la police parce qu'il a brûlé un feu rouge et qui dit « Monsieur l'agent, c'est pas de ma faute, parce qu'en m'approchant du feu, je le vois vert, à cause de l'effet Doppler-Fizeau. » Alors l'agent dit « Ah bon ? Vous pouvez essayer. Hein, et donc il va devant le juge, et comme le juge avait de l'humour, il dit « Ah oui, c'est vrai. Si vous approchez d'un feu, il paraît vert. » Ça, c'est effectivement, la physique vous dit ça. Donc je vous retire votre amende, mais je vous en mets une 3 fois supérieure, parce que pour voir un feu rouge vert, il faut rouler à 150 000 km par seconde. Donc, vous voyez, alors, maintenant, le fait de franchir l'atmosphère, ça a 2 vertus. La première, c'est qu'on va visiter les planètes. Et ces planètes sont un peu comme l'exploration du monde il n'y a pas si longtemps. Christophe Colomb, Magellan, des grands navigateurs partaient et exploraient des terres nouvelles, trouvaient l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie, etc. Et ceux qui, pour nous, étaient jusqu'à présent des points de lumière dans le ciel, sont devenus des mondes à part entière, avec des volcans, des cratères, des montagnes, des vallées, etc. Et donc voici ce rêve de nos ancêtres, c'est une grande ville de 1850, qui rêvait de visiter les planètes. Ben, nous sommes la génération qui a connu ce rêve. Quel bonheur! Bon, avec une technique un peu différente, d'accord, mais on est la génération qui a connu ça. Et le second point, c'est que nous voyons le ciel par Van Gogh, le ciel étoilé Arles, la nuit par Van Gogh, quand il était en pleine forme, c'est le ciel que vous voyez à vos yeux. Et Van Gogh devient fou, il est tellement fou qu'on l'enferme, il est à l'hôpital, il continue à peindre, et comme il est fou, voilà ce qu'il peint. Et ce que peint Van Gogh, il peint le ciel, il faut être fou pour de ça. Et bien ce ciel-là est beaucoup plus proche de la réalité que le ciel que voient nos yeux. Il est bouillonnant, il est changeant, etc. Donc dans sa folie, Van Gogh a presque l'intuition d'un ciel qui est plus proche de la réalité. Alors, nous avons l'arc-en-ciel, au-delà il y a l'infrarouge de la radio, en deçà l'ultraviolet et les rayons gamma. Un de nos collègues qui construit un satellite infrarouge, ben, quand il met un plastique sur son bras on ne le voit pas, mais en infrarouge on le voit. Donc toutes ces lumières nous arrivent, ces lumières nous les connaissons. Vous faites cuire un poulet au micro-ondes, vous écoutez la radio, vous faites chauffer à l'infrarouge, vous bronzez au soleil, vous allez faire une radio à l'hôpital, ou bien vous soignez d'un cancer par des rayons gamma, et tout ça on le connaît, mais les astres émettent ces lumières, et jusqu'à présent nous ne pouvions pas les recueillir. Et enfin nous les recueillons, ce qui change tout. Et vous comprenez que quand on cherche l'origine, la première chose à faire, c'est de faire l'inventaire. L'inventaire de ce qu'il y a dans le système solaire, l'inventaire de ce qu'il y a dans l'univers. Et jusqu'à il y a quelques années, nous n'avions même pas fait l'inventaire. Comment voulez-vous expliquer l'origine de quelque chose que vous ne connaissez même pas? Et c'est ça qui a changé. L'inventaire est fait. Et donc maintenant, on peut enfin se poser des questions et peut-être essayer d'apporter un élément de réponse. Alors en rayon gamma, par exemple, Isabelle Grenier a pu vous le montrer cette année, voici le soleil qu'on voit en lumière visible et ces orages permanents. Et en rayon gamma, évidemment, la résolution est moins bonne. Et la sonde Fermi, excellent, qui marche, continue à fonctionner très bien, vous donne cette information. Voici le ciel projeté sur un plan, de la manière que si vous avez la Terre, vous projetez la Terre sur un plan, l'Amérique, l'Afrique, l'Europe, etc.
la Terre est une sphère qu'on projette sur un plan. Et bien, quand on projette le ciel sur un plan, vous avez la Voie lactée, les nuages de Magellan, vous avez le Sagittaire qui est par là, Vulgus qui est par là, Orion qui est par là, Tourelle de Cassiopée qui est par là. Enfin, bon, vous connaissez surtout enfin, si certains de vos cousins connaissent pas le ciel, pas la peine d'appeler le SAMU, ça se soigne rapidement. Hein, mais donc, vous connaissez. Et ça, c'est le ciel que voient nos yeux. Eh bien, regardez par exemple le ciel Gamma, une dernière image de Fermi, est complètement différent. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais nous avons un univers complètement... Là, c'est le ciel en radio, en infrarouge, en millimétrique, en visible, et en gamma. Eh bien, ce sont des cieux totalement différents. Donc, vous avez compris qu'on voit les choses par le visible, on voit les choses par les lumières que nos yeux ne voient pas, et on peut aussi les voir de manière indirecte. Meilleur exemple, qu'y a-t-il au centre de la galaxie? Ça, c'est le centre de la galaxie, au bout de la flèche jaune. Eh bien, nous avons appris depuis quelques années qu'au centre des galaxies, il y a d'immenses trous noirs. Je rappelle d'immenses trous noirs, des objets qui font 300 à 400 millions de fois la masse du Soleil, ramassés dans un volume qui est celui du système solaire, à peu de choses près. Et ces trous noirs, évidemment, on ne les voit pas, par définition. Hein, si, compte tenu de leur tardif, on peut faire un mauvais jeu de mots, si on met un trou noir, ça serait troublant. Hein. Et donc, on ne les voit pas, mais on les voit indirectement. C'est-à-dire que tout objet passant au voisinage, eh ben, tombe dessus. Et donc, pour moi, un trou noir, ça ressemble à un gargantua. Et c'est comme dans la vie. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous le connaissez, vous l'invitez à dîner. Et vous voyez combien ils se comportent à dîner. Il y a ceux qui mangent comme des coins, il y a ceux qui n'en prennent pas, il y a ceux qui ne boivent pas d'alcool, il y a ceux qui en profitent, il y a ceux qui sont délicieux. Donc vous avez plein d'informations sur le caractère de quelqu'un. Eh bien, on fait pareil en astronomie. On regarde comment le trou noir mange. Eh bien, il mange comme des coins, salement, on en met de tous les côtés, ils avalent tout ce qui passe autour. Eh bien, dans les galaxies, nous voyons tout ce que les trous noirs avalent. Et donc, toutes les galaxies qu'on a pu observer, il y a un trou noir massif au centre. Alors, qu'y a-t-il au centre de la nôtre? Rien. On regarde là, on voit rien. Alors on regarde de là, on voit rien. Cherchons un peu mieux. On regarde de plus près. Regardez là, il y a une petite croix. C'est là qu'est le centre. Il n'y a rien. Il y a des étoiles qui tournent autour, qu'on observe en infrarouge. Pas en visible, évidemment. Ces étoiles qui tournent. Regardez, on fait un petit agrandissement. Et vous voyez 1992, 93, 94, 98, 2000, 2001, 2002, etc. On voit les étoiles tourner. Or, Kepler, en 1610, avec les fameuses lois de Kepler, si un corps tourne autour d'un corps central, ça vous donne la masse du corps central. La masse de la Terre, on la connaît grâce à la Lune. La masse du Soleil, on la connaît grâce à la Terre. Donc, le mouvement qu'on a observé là nous donne la masse de ce qu'il y a au centre. Cet objet fait 4 millions de fois la masse du Soleil. On ne voit rien. Et si on regarde le volume que ça occupe, ça doit être un trou noir. Donc, au centre de notre galaxie, il y a un trou noir. Simplement, il est au régime. Il ne mange pas. Enfin, quand je dis qu'il ne mange pas, il s'avale une petite terre tous les ans. C'est même pas un sacrifice pour lui. Et donc, il y a effectivement un trou noir. Et tenez, on continue à observer ça. C'est une petite simulation faite par des collègues ici. Voici le centre de la galaxie. Et actuellement, nous sommes en 2003, 2004, et il y a un nuage de matière interstellaire, voici ici, qui va tomber dessus. Donc 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Et cette matière va tomber dans le trou noir. Et entre 2015 et 2040, nous aurons un spectacle complet pour voir la matière tomber sur le trou noir au centre de notre galaxie. Donc il y a une manière indirecte aussi de voir les objets. Et les planètes extrasolaires, dont je dirai quelques mots dans quelques instants, là aussi on ne les a pas vues directement, on les voit de manière indirecte par les perturbations qu'elles provoquent. Alors, voici ici l'inauguration d'un télescope, d'un observatoire, construit par les États-Unis, le Japon et l'Europe, à 5000 mètres d'altitude, on l'appelait ALMA, au nord du Chili, à la frontière du Chili, de l'Argentine. Et c'est un petit peu symbolique parce que d'une part, on va faire d'observations merveilleuses avec ce télescope en mettant un réseau, pour l'instant c'est encore provisoire, tout n'est pas construit, un réseau d'une centaine de télescopes comme ceci pour voir le ciel en longueur d'onde millimétrique. Et symboliquement, regardez, Japon, États-Unis, Europe, tous ces pays, il n'y a pas si longtemps, il y a une soixantaine d'années, se faisaient la guerre. Ces pays aujourd'hui construisent ensemble quelque chose d'extraordinaire. Et je cite ceci parce qu'au mois de mars, nous avons eu les premiers résultats de la sonde Planck. On vous parler d'une prochaine conférence, j'aurai quelques mots. Nous avons les premiers résultats de la sonde Herschel et nous avons eu l'inauguration de cet observatoire. Et alors, ce qui m'a beaucoup amusé, chaque fois, les gens de la télé nous ont invités. Alors moi, j'étais un jour sur LCI pour parler de l'inauguration de l'observatoire. Ah, pas de chance. Je commençais à raconter ça. On devait passer toute la soirée. Ben non, il y avait un ministre français qui avait mis quelques économies de côté en Suisse. Donc du coup, c'est devenu l'actualité. Bon, alors, la semaine d'après, il m'appelle pour Planck, j'y retourne, j'en parle, et au bout d'une heure, ah non, il y avait un président de la République qui était mis en examen. Paf. Autrement dit, mais je m'attendais vos trucs, c'est dans 50 ans, plus personne n'en parlera. Mais combien les informations traitent l'écume des jours, pas les choses importantes.
les choses fondamentales sont passées à côté. Là aussi, manque de culture. Donc Alma, on l'a inauguré, c'est un très bel observatoire, j'espère qu'il y a de très bons résultats. Donc je finis bientôt mon introduction, ne vous inquiétez pas, et j'en arrive donc au sujet de nos origines.